Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, un véhicule qu'on attendait depuis très longtemps, le Equinox V. Enfin, on va faire la revue complète ensemble aujourd'hui. Je vais juste vous rappeler les points super importants de ce véhicule-là. On est dans la version 2RS traction, la version de lancement que GM nous a prêtée. On a une autonomie NRCan de 513 km. C'est un véhicule qui est qualifié comme VUS compact. Moi, je vais plus l'appeler un multisegment familial. Puis c'est pas mal ça. On va aller dans le détail. Je vais prendre la caméra en main. Suivez-moi. On embarque maintenant. Bon, on va commencer. On va faire le tour du véhicule à l'extérieur premièrement. C'est un véhicule qui a à peu près la même longueur qu'un Tesla Model Y. Puis comparé à un Volkswagen D4, par exemple, beaucoup plus long. En termes d'espace intérieur, ça se ressemble, mais ça doit être parce que GM a décidé d'avoir un capot un peu plus long sur ce véhicule-là. Le ID4 a quand même un capot assez court, mais à la fin, on est tous dans le même créneau là, de VUS ou multisegment compact électrique avec des batteries là, entre 70 et 90 kWh. Vraiment le cœur du marché en Amérique du Nord. Puis c'est ce que GM nous amène là, avec cette version. Je vous rappelle que la version est traction ici, 2RS, édition de lancement. Il y a des versions 4 roues motrices qui sont disponibles. C'est une option qui s'ajoute autour de 3 000 $ sur toute la gamme, le LT, ARS, 2LT, 3RS, tout ça. On n'ira pas trop en détail sur la structure d'équipement de chacun des modèles. Je vais vous inviter à aller voir le site de Chevrolet là, parce que ça va être beaucoup plus simple d'aller sur le site de Chevrolet. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le technique de ce véhicule-là. J'aime beaucoup la signature lumineuse à l'avant, une barre de LED au complet. Puis GM a fait un bon travail d'intégration à l'avant. Si vous voyez, là, on réussit quand même à avoir une aire frontale qui est petite pour un VUS compact. Puis un détail intéressant que j'ai remarqué, là, GM là, a une trappe ici pour faire entrer l'air. Puis aussi, là, on a une trappe là. Donc c'est un design très, très discret, mais on réussit à faire entrer de l'air là, à deux endroits sur le devant du véhicule. Le radiateur là, est pleine hauteur ici là, pour ce qui est du évaporateur de la climatisée et le radiateur. C'est un véhicule, à première vue, qui semble avoir là, un système là, de thermorégulation assez costaud. Port de recharge manuel, facile à opérer. CCS, là, on n'a pas NACS avec ce véhicule-là. Ça va venir plus tard, 2025 ou 2026, année modèle, aucune idée. Ce que je peux vous dire de la recharge rapide ici, c'est qu'on peut recharger jusqu'à maximum 150 kW, mais ça nécessite 500 ampères sur le chargeur rapide. Puis, ce que GM dit, il ne donne pas une courbe de recharge là, disant de 10 à 80 ça va prendre tant de temps. Ce que GM vous dit, c'est qu'on peut ajouter 120 km d'autonomie en 10 minutes. Fait que dites-vous que sur un chargeur 180 kW couche-tard ou circuit électrique, 10 80 si tout va bien, là, ça devrait prendre là, entre 30 et 40 minutes. C'est pas le plus compétitif ici. Par contre, le chargeur niveau 2 peut aller chercher jusqu'à 11,5 kW et en option, vous avez 19,2 comme sur un Lyriq. Donc ça, c'est très, très compétitif. Donc si vous avez une borne de niveau 2 très puissante à la maison, là, 60, 70, 80 ampères, vous pouvez recharger ce véhicule-là assez rapidement. Donc ça, c'est bien. Continuons notre tour. Ce qu'on remarque aussi sur l'Equinox V, c'est l'intégration de poignées de porte aérodynamiques. Puis le design est similaire à ce qu'on verrait sur un produit Hyundai. J'aime beaucoup cette intégration-là. Lorsqu'on verrouille le véhicule, elles entrent. Puis là, ce qu'on fait pour sortir les poignées, on fait juste peser dessus, elles sortent. Ça, c'est super. Et si on regarde à l'arrière, on a encore une fois une très belle signature lumineuse. Puis je vais vous faire remarquer un détail. Si vous regardez, là, le véhicule est beaucoup plus large que la lunette arrière. Pourquoi? Bien, c'est comment GM a optimisé son design aérodynamique. Hein? La partie plus haute du véhicule est plus cintrée, plus serrée pour justement améliorer le coefficient d'aérodynamique. Puis là, si on regarde plus bas, voyez-vous, les pneus là, font que les ailes s'élargissent. Donc là, c'est un peu un design trompe-l'œil, mais à l'intérieur, on est très bien, c'est spacieux, mais c'est une façon là, que GM a trouvé d'améliorer l'aérodynamique de ce véhicule-là. Je voulais porter votre attention là, à la forme, la partie avant du véhicule. Comme là, on voit, là, on a le devant là, qui est tout arrondi. On a quand même un capot d'une bonne longueur pour placer toute la mécanique. Puis là, après ça, on a l'angle du pare-brise qui commence là, rapidement. Mais le but, là, ce que GM essaie de faire ici, c'est diminuer l'air frontal au maximum puis d'avoir un toit quand même assez bas pour justement là, que le véhicule ait un coefficient d'aérodynamique qui fait du sens. C'est réussi parce qu'évidemment, le véhicule a une bonne autonomie, tout ça, malgré sa grosseur. Puis comme je vous ai dit aussi, là, le véhicule là, vers l'arrière est comme cintré justement là, pour faire couler l'air encore plus facilement. Mais c'est vraiment intéressant de voir la forme ici. Puis si on va à l'intérieur, le tableau de bord, là, la partie là,
Après le tableau de bord, là, on appelle ça en anglais le dash to axle ratio, le ratio entre le combiné d'instruments et l'essieu. Bien là, c'est très, très long. Là. Ça nous fait penser aux cabines avancées Chrysler dans les Intrépides, là, dans les années 90 ou peut-être même au Cybertruck. Le Cybertruck, c'est 100 fois pire que ça. Mais ici, là, GM a opté pour un pare-brise là, très, très, très en angle, justement, pour rabaisser le toit, diminuer l'air frontal, augmenter le coefficient d'aérodynamique. Puis c'est aussi une des raisons, peut-être, là, pourquoi il y a un gros compromis qui a été fait sur les sièges arrière. On va parler des roues ici. Je vais vous montrer quelque chose de particulier puis de triste, là. On parle souvent que les roues sur les véhicules sont de plus en plus grosses. Hein. Sur le Silverado EV, on a des roues de 24 pouces, des pneus de 275 de large, 21 pouces. C'est tellement gros, puis les freins sont tellement petits que je peux facilement rentrer ma jambe à l'intérieur de la roue. C'est-tu vraiment nécessaire 21 pouces sur ce véhicule-là? Bien, je vais vous dire quelque chose. La grosseur de la roue, savez-vous qu'est-ce qu'elle fait? Elle, gratuitement, elle augmente la garde au sol. Et ça, c'est un petit truc que j'aime à utiliser ici. Si on avait des roues avec un plus petit diamètre puis moins de pneus, bien, le véhicule serait plus bas. Ce serait peut-être plus une familiale qu'un multisegment. Mais cette roue-là en y est pour beaucoup pour la hauteur du véhicule. Puis aussi, ce que les constructeurs veulent faire, c'est grossir les roues hein, pour comme harmoniser le design des véhicules qui sont de plus en plus gros. Fait que véhicule plus gros, roue plus grosse. Mais le problème, c'est que sur les grands marchands en ligne de pneus au Québec, 4 pneus comme ça, d'entrée de gamme, là, vous en êtes à 2000 $. C'est quand même assez dispendieux pour remplacer sur un véhicule familial. C'est pas une voiture sport. Là. Donc ici, faites attention. Je vous conseillerais peut-être d'aller dans le 19 pouces sur le LT. Un autre fait intéressant sur l'Equinox EV qu'on remarque aussi, c'est des essuie-glaces comme la Chevrolet Bolt de première génération et la Volt. Hein? Des essuie-glaces de minivan que j'appelle, hein, qui font comme ça et comme ça de l'autre côté. Ça vous donne une bonne visibilité, puis ça couvre toute la vitre. Puis c'est peut-être aussi ce que GM a fait là, pour s'assurer que le système Super Cruise là, avec la caméra en haut soit toujours bien nettoyé. C'est juste un petit détail, ça ne change pas grand-chose pour l'utilité du véhicule. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sous le capot. Pour ouvrir le capot du Equinox EV, ça me fait penser au BMW. Il faut tirer 2 fois sur la clenche ici. Et ensuite, regardez-moi ça. Ça lève à une main parce que dans le fond, le loquet de sécurité est intégré. Dans le fond, il faut juste tirer une deuxième fois pour libérer le capot. Puis là, qu'est-ce qu'on voit sous le capot? Bien, il n'y a pas de frank. Non, dans le fond, ça, c'est une particularité de la plateforme Ultium, puis ce que GM fait. Toute la mécanique est à l'avant. On assemble sur ces véhicules-là dans des usines de véhicules thermiques. Il n'y en a pas de problème, mais c'est une architecture de voiture électrique à 100 %. Quand tu as un frank, ça ne veut pas dire que tu as une architecture de véhicule électrique 100 %. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que c'est comme ça que le constructeur a décidé d'habiller le véhicule et sa plateforme. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la batterie 12 volts, liquide de refroidissement, liquide de servo-frein. Vous avez votre liquide lave-glace ici. Puis là, ici, ça, c'est toute la mécanique. Hein? Convertisseur AC-DC, le moteur est en dessous de ça. Ça ressemble beaucoup à la Chevrolet Bolt ici. Mais la différence, c'est que vous avez tout ce module-là là, avec des échangeurs de chaleur. Il y a un compresseur d'air climatisé qui sert d'office de thermopompe. Là, avec ça, vous avez un système de thermorégulation embarqué complet qui partage l'énergie, la chaleur avec la batterie, l'habitacle pour optimiser ça. On est un peu ce que Tesla fait, mais c'est intégré différemment. Mais ici, c'est premier de classe pour l'application de la thermorégulation et la gestion de la chaleur. Donc ici, ça va être très intéressant de voir la robustesse de ce système-là en hiver. J'ai testé le préconditionnement manuel et le chauffe-batterie a 7 kW de puissance. Donc ça, c'est très bien. C'est supérieur à ce que Hyundai fait en ce moment sur le Ioniq 6 et le Ioniq 5. C'est à peu près 4,5, 5. Quand même bien, mais non, vous n'avez pas de frunk. Là. Toute la mécanique est à l'avant et l'espace qui reste du véhicule est utilisé pour les passagers et le cargo. On a un essuie-glace arrière. Hein? Certains des compétiteurs n'offrent pas ça. Sur les Equinox EV, ça vient avec. La lunette arrière, la visibilité arrière est quand même bien. On en reparlera lorsqu'on sera à l'intérieur. On va ouvrir le coffre, mais avant ça, regardez, on peut aussi laver la caméra de recul. Ça, c'est une très belle touche. Ouvrons le haillon électrique. Là, vous allez voir mes équipements, mais ça vous donne une idée. Là, on a mon trépied là, avec les demi-pattes de sortie, mes sacs avec ma caméra, tout ça. Coffre d'une bonne taille. C'est très compétitif ici. On a le seuil de plancher qui est flush. Puis là, si j'ouvre le petit ici, vous avez un bon rangement. Là, on a le câble de recharge niveau 1 et niveau 2 hein, avec le Equinox EV. Comme la Chevrolet Bolt au début, là, vous avez une prise là, NEMA 1450 et une prise normale là, 120 volts. Fait qu'avec ce petit chargeur-là, je pense qu'il est limité à 32 ampères. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous acheter une borne si vous utilisez cette borne-là, mettons que vous l'accrochez dans votre garage puis vous la laissez là.
bien, vous pouvez commencer avec une borne de niveau 2 jusqu'à ce que vous décidiez de vous installer quelque chose de plus permanent. Ça vient que le véhicule, c'est très bien. Je vous rappelle que, mettons, Tesla, bien, il n'y a même pas de connecteur mobile avec le véhicule, il faut l'acheter à part. Fait que voyez-vous, ici, il y a des choses qui sont incluses avec les véhicules que la compétition n'offre pas. C'est très bien d'offrir un chargeur niveau 1, niveau 2 là, ensemble avec le véhicule. On va rabaisser la deuxième rangée. On va aller voir ce qui se passe ici. Donc, hein, clenche manuelle, c'est facile, on pousse. On peut faire ça aussi par l'intérieur. Et voilà, presque à plat, mais regardez, là, on pourrait dormir, on pourrait placer des vélos de montagne. Moi, je vois pas de problème ici. C'est assez spacieux. Puis là, si vous regardez, feutre ici, là, il est flush avec l'arche de la roue. Donc, on peut monter ça quand même assez haut. Là, il faut juste prendre en compte l'angle de la lunette arrière. Mais ça, c'est typique là, à toutes les VUS électriques. On a quand même un bon espace. Moi, je trouve qu'ici, c'est parfait pour la petite famille. Prenons place à l'arrière du Equinox EV. Je vais vous faire une petite démonstration. Les portes n'ouvrent pas au 90. Là, on est plus à 70 degrés. Matériaux à l'arrière. Plastique dur, j'aime pas ces touches-là, mais ça, c'est vraiment, les goûts sont dans la nature. Là. Je ne critiquerai pas pour ça, c'est juste que moi, j'aime pas les dégrader comme ça. Surface moussée ici, mais le reste est plastique. On voit ici, le GM essaie de contrôler les coûts au maximum. Mais en réalité, là, je dirais, les VUS compacts qui seraient thermiques auraient des portes arrière là, agencées avec les mêmes matériaux. Là, ici, il n'y a rien d'exceptionnel, mais on n'est pas, c'est pas en deçà de ce que la compétition fait. Là, on va prendre place à l'arrière avant. Je vais vous montrer à l'arrière, on a 2 bouches d'aération, 2 ports USB-C, plancher plat. On s'assoit. Puis dans le fond, le siège là, est placé, là, le siège passager est placé à la même distance que le mien. Donc, hein, on peut placer ses pieds sous le siège sans problème. On a un accoudoir central, quand même large, 2 porte-gobelets, attache pour les sièges pour bébé. Ça, c'est là. Mais là, on a un petit problème ici que je vais vous démontrer avec mon autre caméra. Là, ce qui se passe ici, si vous voyez bien, je suis assis et là, la base du siège là, est beaucoup plus basse que mes cuisses. Donc, pour pouvoir épouser mes cuisses, je dois me placer là, mes jambes très, très loin ici. Ça fait changement de la Chevrolet Bolt qui avait une assise beaucoup plus haute. Puis, voyez-vous, ça, c'est un gros point négatif que j'ai du Equinox EV ici. C'est que justement, là, le but là, de vous montrer, c'est vraiment la différence. Regardez, je relève mes jambes comme ça, je les rebaisse. Des adultes, regardez, là, moi, je suis pas très, très grand, là, 173 cm, 5 pieds 8, 5 pieds 9. Puis, c'est pas le confort princier. Là. Puis, on peut pas ajuster le dossier. Ici, GM est allé avec ses contraintes d'ingénierie. On a un toit un peu plus bas sur les Equinox EV. On va maximiser l'espace intérieur. On va maximiser le coefficient aérodynamique pour accommoder probablement là, le nord-américain moyen qui est un peu plus grand que moi. Maintenant que j'ai la porte ouverte, je veux vous montrer quelque chose que je trouve intéressant sur l'Equinox EV. On va parler un peu de la qualité de construction ici. Donc là, ça, c'est où est-ce que la tôle extérieure de la porte est recourbée et soudée à l'intérieur de la porte. Puis là, vous voyez ici, là, on a du matériel plastique ou un matériel calfeutrant qui couvre la longueur là, de la partie soudée et même dans le bas de la porte. Puis à première vue, moi, je ne suis pas un expert en peinture, je ne suis qu'un ingénieur mécanique. Toutes ces petites touches-là ici, c'est les touches que j'ai remarquées sur le CX-5 là, 2013, lorsque Mazda a décidé qu'il prenait la rouille en main puis réglait ça. C'est les mêmes genres de techniques. Là. On touche à la peinture. Évidemment, je ne peux pas la mesurer, mais on sent qu'il y a une qualité de construction ici qui est notable. Puis c'est bien construit. Là. Voyez-vous, là, ici, on va parler plus tard, c'est l'épaisseur de la batterie, mais regardez, là, c'est tout en plastique. C'est scellé. Je vous dis, j'aime la qualité de construction de ce véhicule-là. Les poignées de porte, là, c'est solide. On clenche la porte. Bang! Qualité de construction ici est au rendez-vous, malgré que les plastiques sont durs. Puis, tu sais, voyez-vous, c'est peut-être pas le look le plus... épuré et neutre. Mais à la fin, là, c'est un véhicule que j'ai pas peur de voir dans 10 ans. Ça va être quoi la qualité de construction? C'est un véhicule qui semble moins fragile que la Tesla Model 3 dans la flotte de plus de millage, malgré que, par exemple, les Tesla se sont beaucoup améliorés sur la qualité d'assemblage, mais ça, j'ai comme l'impression que c'est fait un peu plus solide. Ça va très bien, puis vraiment, GM a fait son travail. Là, regardez la porte à l'avant, là. Tout le cordon, là. Vraiment, la protection ici, là, je suis vraiment impressionné de ça. Puis vous me direz dans les commentaires s'il y a des gens d'entre vous qui sont experts en peinture automobile. Est-ce que ça, c'était une bonne décision de GM là, de couvrir avec un matériel là, mou, là, une sorte de calfeutrant plastique, la tôle recourbée ici?
Moi, de mon point de vue, ça semble très bien. Évidemment, il faut que ça dure longtemps, puis c'est peinturé, tout ça, là. Allons maintenant voir sous le véhicule qu'est-ce qui se passe. Protection de la batterie. Bien là, regardez, on a une tôle directement, puis on a beaucoup d'enduit là, ici. Mais on voit qu'on est sur la première couche ici. Puis vous voyez, là, la structure du véhicule est quand même large. La batterie n'a pas l'entièreté de la largeur du véhicule. Là. La batterie commence là, ici. Mais c'est très bien. Suspension indépendante à l'avant et à l'arrière. Donc ça, ici, là, on n'a pas d'essieu rigide. Mais c'est de ça que ça a l'air sous le Equinox EV. Je voulais vous parler de ça aussi ici. Là. Regardez la largeur de la structure du véhicule. Là. Ça, c'est probablement aussi pour la protection là, des occupants là, dans le cas d'un impact latéral. Je vous dirais, là, la batterie, là, elle commence ici, là, puis elle s'en va vers l'intérieur. Tout ça, c'est structurel justement là, pour procurer là, une assise pour la batterie, structurelle pour l'attacher au véhicule et aussi pour les impacts latéraux, là, pour les tests de l'IIHS. GM prend les précautions nécessaires justement là, pour que le véhicule soit sécuritaire. Puis là, vous voyez ici, c'est un véhicule assemblé au Mexique. Il a été assemblé au mois de mars 2024. Puis regardez la grandeur des pneus, 275-40 R21. C'est quelque chose à 42 PSI. Bon, maintenant, on va prendre place à l'intérieur du Equinox EV. Passons en revue les surfaces de contrôle et l'interface du Equinox EV. Donc, volant, moi j'appelle ça un volant de pick-up GM, mais vous auriez un Silverado EV, vous auriez le même volant, Blazer EV, tout. C'est le volant GM. Ce que j'aime le plus dans ce véhicule-là, c'est le fabuleux levier de vitesse à colonne, drive, marche arrière, parking. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que rapidement, on peut faire, pour passer au neutre. C'est pas vraiment utile, mais c'est le fun de pouvoir faire ça rapidement. Et aussi, on a un levier pour les essuie-glaces et les clignotants. On appuie. Voyez-vous, les essuie-glaces, je vous l'avais dit, ça fonctionne très bien. Ici, c'est pour regarder votre visage. Le système Super Cruise qui est livré avec ce véhicule-là, c'est des caméras infrarouges qui regardent votre visage. Là, si vous ne regardez pas la route, ça désactive le Super Cruise. Combiné d'instruments, il est personnalisable. Si vous appuyez sur ce bouton-là, vous avez la vue avec Google Maps. Vous avez une vue plus aide à la conduite. Vous avez une vue vide. Après ça, vous avez une petite vue avec 2 panneaux personnalisables. Puis vous avez ma vue que je préfère, le plus analogique, avec le trip. Puis là, on va embarquer dans les technicalités de cette interface-là GM que j'aime moins. Vous voyez ici, j'ai mes informations sur mon trajet 1, trajet 2. Puis là, on va dire, Alexandre, c'est facile, là, tu fais juste prendre la petite roue. Tu fais juste prendre le bouton de sélection au bas, puis tu changes les informations de trajet, hein? Non, parce qu'en réalité, ça change vos favoris radio. OK. Comment qu'on annule ça? Ben là, on appuie ici, on appuie ici. Non, en réalité, si vous voulez changer l'information qui est projetée ici, vous devez aller ici, état du véhicule. Ensuite, on appuie sur Info, Énergie. Puis là, on dit, OK, moi, je veux un... Puis là, 3 tapes pour changer. Bien, rendu là, mettez-le pas. Là. Faites juste le laisser là, comme les Tesla là, ou comme les Hyundai. Là. Pourquoi là? Je trouve ça tellement maladroit, cette partie-là de l'interface GM. Puis ça, même les véhicules thermiques GM, hein, on a fait une revue dans le temps des fêtes des 2 camionnettes intermédiaires GM, le Colorado et le Canyon. C'est le même logiciel, c'est la même chose. Moi, je pensais que c'était du logiciel pas fini, mais regardez, on est dans l'Equinox EV, puis c'est moyen. Parlant de logiciel pas fini, vous avez vu, hein, l'unité de consommation électrique des kilomètres par kilowattheure. C'est une traduction littérale, c'est une traduction directe de 1000 par kilowattheure, l'unité qui est utilisée aux États-Unis. Mais au Canada, on utilise kilowattheure par 100 km ou wattheure par kilomètre. Donc, ça, c'est pas l'idéal. Qu'est-ce que ça veut dire 5.7? 5.7, c'est un peu plus bas que 17, peut-être 16, je suis pas sûr. C'est mêlant. Je vous affiche une petite charte ici, si vous voulez voir. Puis je vous ai même mis des petites figures là, pour vous montrer c'est quoi la consommation du Equinox EV selon NRCan. Continuons. L'interface ici, par contre, l'intégration est excellente. Vous pouvez personnaliser la petite barre de raccourci en haut. Moi, j'ai mis ça. Ces 2 boutons-là, on ne peut pas les changer, mais Google Maps, menu de recharge, les statistiques, musique, téléphone, caméra, regardez. Excellente caméra 360 livrée dans cette édition 2RS. Allons maintenant dans le planificateur de trajet Google Maps. J'appuie ici. Wow! Regardez la fluidité. C'est comme si vous étiez sur Google Maps, sur votre navigateur de votre ordinateur à la maison ou même sur votre téléphone. Circulation, planificateur de trajet.
C'est complètement capoté. Regardez ça. On va aller pointer une borne de recharge rapide ici. Electrify Canada, on clique. Plonk. Si tu charges la batterie, la thermorégulation active va se faire toute seule. On vous dit combien de temps vous allez faire du Super Cruise sans les mains. Je viens de compléter le défi 500 km. J'ai fait 500 km sans toucher au volant parce que c'est un système sans les mains puisqu'on regarde votre visage. C'était fabuleux. Vous avez de l'information sur les bornes. Dans le fond, ça, c'est un peu ce que Volvo Polestar fait, mais dans une interface paysage beaucoup plus fluide. C'est une interface qui peut se mettre à jour. En réalité, c'est Android. Mais ça, c'est premier de classe ici. Vous pouvez entrer votre compte Google. Vous allez avoir vos favoris que dans votre téléphone. Donc, c'est comme si les deux systèmes se parlaient, mais il n'y a pas Android Auto ni CarPlay. Hein? C'est un peu comme Tesla. Eux, ils ont choisi leur solution logicielle, puis vous vivez avec. Advienne et contre tous, mais c'est ça qu'on a. D'autres petits détails intéressants. Recharge ici. On a un bouton engrenage. Préparation à la recharge rapide. On appuie ici, puis là, on a une description assez loufoque. Là. Tout comme un athlète, votre batterie doit s'échauffer pour des blablabla. On appuie là-dessus. Il y a une belle sonnette, puis là, on regarde le compteur de puissance. Théoriquement... Ah non, parce que je viens tout juste de faire une recharge rapide. La batterie est déjà chaude. Mais en réalité, là, ce que ça aurait fait, ça aurait monté la puissance autour de 7 kW, 8 kW. Mais bon, vous pouvez le faire manuellement. Et si vous naviguez vers une borne de recharge, ça se fait automatiquement. Puis il y a plein de petites options ici. Je vais vous montrer autre chose de fabuleux, juste pour vous montrer que c'est réellement Android. Là. Si on va ici dans Système, puis on clique sur Options développeur, vous comprenez qu'on est dans Android. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Android pour le véhicule. Je voulais juste vous montrer ça. Mais ça fonctionne très bien, c'est très fluide. Système de son, ça fonctionne bien. Il y a une affaire aussi. On pourrait penser qu'il y a un chargeur sans fil ici. Bien, il y a un chargeur sans fil. Ça, là, j'ai pris une photo à l'envers, j'ai ajouté de la luminosité, j'ai validé, c'est écrit chargeur sans fil, mais il n'est pas activé. Est-ce que c'est une fonction que GM n'a pas encore activée? Est-ce que c'est une fonction qui est non fonctionnelle? Est-ce qu'il y a une fonction qui n'est pas disponible sur le 2RS? Je l'ignore, mais il est là. Puis il y a même une petite... Là, on va zoomer pour vous, là. J'essaie de faire mon focus. Il y a même une petite... Ici, là, il y a de l'air froid qui sort. Fait que c'est tout prêt pour la recharge rapide. Le module est là, mais il n'est peut-être pas branché. Je ne pourrais vous dire qu'est-ce qui se passe ici, mais ce n'est pas fonctionnel dans l'Equinox EV. Ensuite, climatisation, bouton physique. Très bien, 2 bouches d'aération. Et tout se répète ici. Puis ça, ce menu de climatisation est toujours disponible. Mais il y a un menu de climatisation qui va plus loin avec des paramètres où on peut aussi mettre ça à off. Mais comme je vous dis, tout est là. Chauffage résistif aussi si on a de besoin, mais on a quand même la thermopompe qui va opérer là, dans la plupart des plages de température. Il y a beaucoup de choses ici. Là, ça prendrait beaucoup de temps pour passer au travers. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut aussi installer des applications comme Waze, Spotify. Au lieu d'utiliser Maps, bien, Google Maps, on peut aller gérer notre éclairage ambiant aussi dans le véhicule. Si je le mets à on, là, ça va apparaître ici, mais là, on est de jour, là, il ne s'allume pas. Mais vous pouvez personnaliser ça comme vous voulez. L'aide au stationnement automatique, on a ça aussi. On a l'assistant Google pour pouvoir faire les commandes vocales un peu mieux là, que les solutions embarquées des autres constructeurs. On a aussi des choix de mode de conduite. Normal, sport, neige, glace, mon mode, c'est une personnalisation. Pour vrai, j'ai laissé le véhicule en normal. Il n'y a pas grand-chose à aller modifier ici. Puis personnellement, à part le son du moteur, là, que moi, je laisse toujours désactiver, parce qu'un véhicule électrique, c'est pas supposé faire du bruit, sauf à basse vitesse là, pour les piétons. Moi, je laisse ça tout à off. On met ça en normal. Mais c'est très bien. Puis là, un autre petit détail que vous voyez ici, là, ça, on a vu ça sur plein d'autres véhicules GM, ça, c'est le bouton pour arrêter le véhicule. Parce qu'un peu comme une Tesla ou d'autres véhicules électriques, on s'assoit dans le véhicule, il détecte notre présence sur le siège, on appuie sur le frein, le véhicule se met en marche, on sort du véhicule, on le verrouille, le véhicule s'éteint. C'est super convivial, mais on a quand même une clé physique, là, une bonne vieille clé GM. On a le contrôle du freinage régénératif qu'on peut régler le niveau élevé, normal, désactivé. Et aussi, nous avons notre fameuse palette de Chevrolet Volt ou Chevrolet Bolt ici pour mettre le freinage maximal, freinage génératif maximal. C'est super. Donc, voyez-vous, là, pour quelqu'un qui a un véhicule électrique GM, une Bolt ou une Volt, ici, là, on est dans le même monde, malgré que c'est beaucoup plus moderne. Puis ici, on a les contrôles des lumières, mais on laisse ça automatique. On s'en fout. Puis là, on a un rappel plus. Je trouve pas ça super convivial parce que lorsqu'on conduit, on les voit pas très bien. Mais bon, puis le bouton de volume, il est ici. Ça me fait penser au F-150 Lightning et au Mach-E. C'est un bouton Bluetooth qui est collé sur
l'écran. Puis dans le fond, il fonctionne de façon par induction, peu importe là, pour le courant. Là, on n'a pas de détails là-dessus, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est un bouton collé là. C'est par-dessus l'écran. C'est comme le Mach-E, c'est comme le F-150 Lightning. Parlons maintenant de la situation du rangement dans l'Equinox EV. 2 porte-verres, USB-C double, petite place mettre votre clé. Console centrale, pas super large, hein, parce que le véhicule est très large, mais il est cintré au niveau là, des fenêtres pour justement améliorer le coefficient d'aérodynamique, mais aussi, comme je vous ai dit, vous avez vu la largeur du seuil ici, et là, on retranche l'espace intérieur des deux côtés. On a un véhicule moins large. On ouvre ça de ce côté-là. On a un petit trait ici, une petite tablette. Puis dans le fond, là, ici, j'ai une batterie là, pour recharger mes micros. Mais c'est tout. Regardez, le véhicule s'est éteint, puis j'ouvre la porte. J'appuie sur le frein. Le véhicule redémarre. Là, c'est un GM, il sonne. Il sonne, il sonne, il sonne, il sonne. Surface moussée ici, plastique dur. Les surfaces que vous touchez au niveau, là, jusqu'en haut de la taille, c'est toutes des bonnes surfaces. Après ça, vous allez avoir, là, ça ici, c'est moussé. Vous allez avoir des plastiques durs plus bas, là, mais c'est assez compétitif ici. Et comme Gab aime bien le mentionner, là, vous avez le petite tablette là, pour mettre un petit poulet ici. Et, oups, vous avez une prise 12 volts, allume-cigarette. Très bien. Là, ça, j'aime ça quand les constructeurs font ça. Là. Ils nous mettent une deuxième tablette ici. On peut mettre beaucoup de choses. Parlons maintenant des sièges de Equinox EV. Là, dans cette édition de RS, on a des sièges électriques. Il n'y a pas beaucoup de positions par contre. Avancer, reculer, un dossier, monter, puis ajuster l'assise. Moi, je trouve que l'assise ne s'ajuste pas assez en angle. J'aimerais ça avoir plus d'angle. Mais bon, c'est le design que GM a voulu aller. À la fin, c'est un véhicule qui n'a aucune prétention sportive. C'est pour s'adapter à tous les types de personnes puis être relativement confortable sur la longue route. Ça fait le travail ici. Dernier petit détail avant d'aller sur la route. Sur l'Equinox EV, on peut l'équiper d'un attelage remorque. La capacité de remorquage est limitée à 1500 livres, donc autour là, de 700-800 kg. Le Blazer EV, c'est la même chose. Écoutez, les autres offrent plus, mais là, ce véhicule-là a une masse nette de 2335 kg. Puis on remarque quelque chose d'intéressant sur les véhicules Ultium. Là. Le moyeu de roue a 6 écrous. Ça, on voit ça sur des camionnettes pleine grandeur. Bien, dans le cas de GM ici, on a du 6 écrous. Est-ce que c'est une question de poids? C'est-tu pour harmoniser la gamme? C'est-tu parce que le véhicule est trop lourd? Plein de questions. Mais une chose est sûre, la capacité de remorquage du Blazer EV et du Equinox EV est la plus basse là, de ses compétiteurs. Modèle Y et ID4 offrent beaucoup plus que ça. Malheureusement, écoutez, moi je pense que c'est la masse nette totale. Puis dans le fond, l'ensemble du véhicule avec les freins et toute la structure fait que si on en met trop, on va dépasser la norme sécuritaire. Mais bon, seul GM le sait. Bon, mais maintenant, combien ça coûte tout ça, hein, ce Equinox-là? Le Equinox EV de base, là, en ce moment, en juillet 2024, la version de base, c'est la version 2LT. Elle a la même batterie, la même autonomie que cette version RS. Elle commence à 51 255 $. Là, je vais vous inviter à aller sur le site de Chevrolet pour aller voir les différents équipements, qu'est-ce qu'il y a dans la RS, qu'est-ce qu'il y a dans la LT. Ce qui est important de savoir, c'est que la mécanique est toujours la même sur toute la gamme. Donc, si pour vous, la mécanique, c'est le plus important, allez vers le LT, vous allez avoir des roues qui sont plus petites. Donc, même si la cote d'autonomie est la même, ça devrait favoriser l'autonomie quand même. Probablement que GM a juste roulé un test. GM ne l'a pas dit s'il a fait le test sur les 21 pouces du RS ou sur les 19 pouces du LT. On le sait pas, mais sur les véhicules électriques ou les véhicules thermiques, les plus petites roues, c'est toujours mieux, puis c'est moins onéreux remplacer les pneus. Puis la version 2 RS de lancement qu'on a ici, elle se détaille à 56 700 $. La couleur grise est en option. Le Super Cruise, lui, c'est une option à 3 200 $. Puis c'est pas mal ça. Donc, c'est pas si mal. On est comme au prix d'un Tesla Model Y, mais on a à peu près 130 km de plus d'autonomie, puis on a une batterie qui est quasiment 30 kWh plus grosse, donc ça fait quand même du sens. Donc ça, c'est à considérer. Ça ressemble aussi au prix du Volkswagen ID4 Propulsion dans la version Pro post-statement. Donc, le Equinox EV, ça démarque très bien lorsqu'on regarde les prix. Une version moins chère, LT, 1LT, peu importe, a été annoncée par GM, a été cancellé par GM. Après ça, c'est pas clair, là, mais GM, dans la documentation la plus récente, nous dit que vers la fin de l'année 2024, une version moins chère serait disponible. Donc, restez à l'écoute. Quand on va le savoir, qu'est-ce qu'elle contient, c'est quoi les avantages et les désavantages, on vous en reparlera. Au volant du Equinox EV, on est, je vous rappelle, dans la version traction 2 RS, la version de lancement là, de GM. Ce qui est important de mentionner au début, c'est que les Equinox EV sont en vente,
Et tout dépendamment du concessionnaire de la région, il y en a même en stock qu'il soit traction ou 4 roues motrices. 4 roues motrices, ça va être disponible aussi, là, mais comme je vous dis, aujourd'hui, on essaye la traction. Mais autonomie Enercan, 513 km EPA, batterie 85 kWh affichée par GM dans les spécifications, mais il y a 89 kWh dans la batterie. J'ai fait le défi 500 km, puis l'énergie qui est sortie de la batterie, j'aurais pu sortir à 89 kWh. Donc, à la fin, tant mieux, hein? Ils sont plus pessimistes que la réalité. Puis dans les Equinox EV, là, le moteur à l'avant, dans la version de basse traction, vous avez 213 chevaux. Et si vous optez là, pour 4 roues motrices, là, avec un petit moteur à l'arrière qui ne fonctionne seulement et seulement si on détecte du glissement sur les roues en avant, donc c'est comme une sorte de 4 roues motrices d'appoint, mais ça favorise l'autonomie. Donc ça, à la fin, c'est juste un choix que GM a fait. Vous avez 288 chevaux, puis en 2025, la puissance augmente, là. Mais pour l'année modèle 2024, c'est ça. Fait que 213 chevaux, ça ressemble pas mal à la Chevrolet Bolt qui avait autour de 200 chevaux. Mais là, la Chevrolet Bolt était 600 kg plus légère que l'Equinox EV. Donc sur le 0-100 ici, là, on est dans le 8-9 secondes 0-100. Pour 2024, c'est très lent, mais ça fait amplement le travail. Il ne faut pas paniquer avec la faible puissance du Equinox EV. Là, ça reste quand même 200 chevaux. En ville, ça se débrouille parce qu'on a énormément de couple. C'est un véhicule électrique. Ça fonctionne très bien, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Si vous voulez plus de puissance, il faudrait aller du côté de la version 4 roues motrices. Conduite du Equinox EV. Véhicule extrêmement silencieux. À 115 km/h, j'ai mesuré 70 décibels avec mon petit appareil. C'est très bas, c'est très, très, très compétitif. C'est même pas des vitres doubles. Donc, c'est du bon travail ici. Excellent, silencieux, serein. Une bonne prise en main. Moi, je trouve que le volant, là, la branche est très, très épaisse. Moi, je préfère des volants un peu plus minces. Mais pour beaucoup de gens, ils vont aimer ça. Là, on a vraiment un comportement... Pas un comportement. On a vraiment là, un sentiment d'être dans un gros VUS GM ou dans une camionnette pleine grandeur GM parce que les surfaces de contrôle se ressemblent beaucoup. Visibilité à l'arrière, elle est bonne. Visibilité à l'avant, elle est bonne. On a un gros pare-brise très, très en angle. Puis regardez, ici, je suis à 40 km/h, je vais mettre ça à fond. Tu sais, en ville, là, on a une très bonne accélération pour se débrouiller. Le freinage aussi est convaincant malgré la grande masse du véhicule. Puis ce qui est bien, c'est qu'on a une palette au volant pour mettre le freinage régénératif maximum, que lorsqu'on l'enclenche, ça freine, c'est bon, vous allez récupérer beaucoup d'énergie, mais vous avez aussi la possibilité de le mettre complètement à zéro puis de juste utiliser la palette. Vraiment, elle est ici pour configurer votre expérience de conduite de véhicule électrique. Vous avez l'embarras du choix, c'est très bien. Ce qui est intéressant aussi avec les Equinox EV, c'est que là, on est dans la version RS sur des pneus avec 275 de large, des roues 21 pouces. Donc, pour un véhicule multisegment compact, on a des immenses roues puis des roues très larges. Puis, je pense que ce que GM a essayé de faire ici, c'est un véhicule qui est mou, c'est un véhicule qui est lourd, mais avec ces roues-là, on a un bon comportement routier. On a un comportement routier qui est sécuritaire, qui est stable, qui est prévisible, même là, dans les bretelles d'autoroute. Là, on le pousse un peu, puis on est comme... Je m'attendais pas à ce que la tenue de route soit aussi bonne comparée à ce que, tu sais, on voit le reste de la gamme. Le Volkswagen ID4, c'est beaucoup plus mou, beaucoup plus drôli que ça. Mais le compromis ici, c'est que là, GM vous a mis des immenses pneus qui coûtent plus cher à remplacer puis qui ont un impact là, sur l'autonomie globale. Sur la version LT, vous allez avoir des roues de 19 pouces avec des pneus avec plus de flanc, donc un peu plus confortable, malgré que dans les 21 pouces. C'est pas dérangeant, le confort ici, là, c'est très équilibré. Ça m'a surpris, mais je voudrais pas avoir les 21 pouces, mais l'exécution est excellente du côté de GM ici. C'est très bien. Point de vue des consommations, qu'est-ce que j'ai vu avec ce véhicule-là, avec ma semaine? En ville, j'ai vu des consommations, puis là, excusez la traduction d'unité, là, j'ai vu des consommations autour de 4,8 et 5,2 km par kWh. Là, c'est comme l'autre unité que GM décide d'utiliser, peu importe. Dites-vous que 5 km par kWh, c'est 20 kWh par 100 km. Donc, 20, c'est relativement raisonnable. La cote Enercan de consommation de ce véhicule-là, c'est 21,1 sur l'autoroute, puis à peu près 17 en ville. Donc là, on a comme une sorte de 3 kWh de différence entre le scénario le plus optimiste sur l'autonomie et le scénario le plus pessimiste. Personnellement, après, de ce que j'ai vu en ville, vous allez faire entre 17 et 20 réels en kWh par 100 km. Ce qui est très compétitif, c'est plus sur l'autoroute là, que votre consommation va tendre là, vers le 21, 22, 23. Mais même sur l'autoroute à 115, vous verrez dans le défi 500 km, ce véhicule-là a un excellent rayon d'action, 100 % jusqu'à 10 %. C'est très bien. Ce que j'aime aussi dans ce véhicule-là, c'est la puissance de la climatisation.
J'étais à 22 sur la climatisation automatique, tout automatique, puis ça sort froid, c'est comme un réfrigérateur. Ça, c'est quelque chose que GM fait de bien. Là. Leur système de climatisation, qu'on soit dans un véhicule thermique ou dans un véhicule électrique, ça pousse. Puis en plus, on a l'avantage ici que c'est un système de thermopompe beaucoup plus efficace l'hiver. Donc, dans le fond, si vous êtes à la recherche d'un Equinox EV et que vous n'êtes pas sûr, pour de vrai, c'est un comportement super neutre, super stable. C'est pas le véhicule le plus... C'est pas du tout un véhicule sportif, là, faut pas se le cacher. Mais comme véhicule familial, il n'y a personne qui va se plaindre là, du comportement du Equinox EV. Puis ça, c'est chapeau à GM ici parce que la prise en main est super facile. J'aurais aimé un véhicule plus léger, là, mais bon, c'est pas le cas. C'est ça la plateforme Ultium, hein? Ça vient avec le défaut que c'est des véhicules qui sont extrêmement lourds. Puis là, ça m'amène sur le dernier point que je voulais parler avec vous. On va parler plus en détail de l'architecture Ultium. Qu'est-ce que ça veut dire? Ultium, là, c'est un nom, c'est une marque de commerce de GM pour plusieurs technologies pour leurs véhicules électriques. C'est pas la plateforme. Parce que ce véhicule-là, le Equinox EV, le Cadillac Optiq, le Chevrolet Blazer EV, le Cadillac Lyriq, sont sur la plateforme BEV3. La Chevrolet Bolt, c'est la plateforme BEV2. Bien là, c'est une nouvelle plateforme BEV3. Puis les pick-up, puis enfin, les camionnettes pleine grandeur comme le Silverado EV, le Hummer et le Cadillac Escalade IQ, la camionnette, le VUS pleine grandeur, bien, eux sont sur la plateforme BT1. Battery Truck, BE, Battery Electric Vehicle. Regardez, ça fait du sens, mais c'est pas la même plateforme quand on regarde là, le Silverado puis l'Equinox. Par contre, ce qui est similaire entre les camionnettes et l'Equinox EV, c'est les modules de batterie puis l'architecture électrique. Vous allez voir. Les véhicules GM Ultium là, sont bâtis autour là, de cellules pochettes mises dans des modules qui sont réparables et indépendants de la forme du véhicule. En réalité, c'est comme des blocs Lego qu'on assemble. Donc, dans l'Equinox EV, là, la batterie de 89 kWh, c'est 10 modules avec 24 cellules de 8,9 kWh de capacité, donc 10 x 8,9, 89. Par contre, le désavantage de tout ça, c'est que les modules Ultium qui sont disponibles en ce moment sur le marché et qui sont mis dans ce véhicule-là, c'est des modules qui ont, pour une camionnette pleine grandeur, un bon voltage parce qu'on a 24 modules qui s'additionnent, mais ici, on a seulement 10 modules, donc on a autour de 290-300 volts de voltage de pack de batterie. Ce que ça fait, c'est que ça limite la performance de recharge rapide. Dans le fond, ça vous oblige à avoir énormément d'ampérage du côté de votre chargeur, de votre borne, pour aller chercher des vitesses de recharge rapide intéressantes. Puis là, c'est ça ma grosse critique technique du Equinox EV, c'est que le voltage du battery pack aurait dû être beaucoup plus haut, plus autour là, de 370-400 volts quasiment, pour qu'on n'ait pas besoin d'utiliser autant d'ampérage. Et là, dans le fond, les seules bornes là, que je connais, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est des bornes là, Circle K et Couche-Tard et circuit électrique qui ont une puissance maximale ou un ampérage maximal de 400 ampères. C'est les bornes 180 kW, là, si vous voulez les voir par leur nom, par leur puissance. Puis ceux-là vont vous donner on va être à 100 ampères du maximum que le véhicule peut prendre. Ça devrait vous donner une performance relativement raisonnable, mais vous n'irez jamais chercher le maximum de 150 kW si vous n'avez pas 500 ampères. Donc ça, c'est vraiment la limitation technique du Equinox EV. C'est dû à comment que GM a fait ses choix d'ingénierie pour réduire les coûts. On dit on va faire des modules pareils pour tout le monde. Mais là, lorsqu'on arrive là, en bas de 85 kWh, si on enlève des modules pour faire une batterie plus petite, bien, le voltage va tellement être bas là, que ça va limiter la puissance de sortie de la batterie pour le moteur. Puis ça va aussi augmenter l'ampérage nécessaire pour recharger vite. Fait que là, c'est comme... C'est pas l'idéal. Là, ça, c'est vraiment la limite de grosseur, cette batterie-là, pour ces modules-là. Ce que GM devrait faire, et c'est ce que GM tentait de faire lorsqu'ils ont annoncé la plateforme Ultium, c'est qu'ils auraient des modules de batterie plus petits avec un voltage plus haut pour justement aller dans ces grandeurs de batterie-là plus petites, 70, 60, 50 kWh pour des véhicules plus petits. En ce moment, ça n'existe pas du côté de GM et c'est peut-être une des raisons pourquoi que la petite batterie du Equinox EV n'est pas disponible. Peut-être que c'est pas ça la raison. Si on enlevait 2 modules à cette batterie-là, on tomberait peut-être à 70 kWh à peu près, 69. Puis là, le voltage là, serait autour là, de 220, 230 volts. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens fonctionner comme ça. Ce serait quasiment un kart de golf ou une petite voiture chinoise avec une batterie sodium. GM l'a pas fait. Une chance. Donc, d'un point de vue technique, c'est ça pour l'Equinox EV, mais la thermorégulation est là, l'interface, le planificateur de trajet est là.
C'est un véhicule que je vois que la thermorégulation est costaud. GM s'est arrangé pour que ça fonctionne. Fait à noter, très important, le centre de test de GM là, pour les températures très froides, pour tester les véhicules l'hiver avec le sel, la rouille, le froid, c'est dans le nord de l'Ontario. Donc GM développe pour l'hiver ces véhicules. Ils font les tests au Canada. Ça, c'est super important. Toyota aussi fait ça, puis d'autres constructeurs. Quand même, donc moi, je ne suis pas inquiète là, que GM a appliqué les bonnes pratiques en termes de protection anti-rouille, qualité de la peinture, qualité de la construction du véhicule et aussi la thermorégulation, la chaufferette, tout a été dimensionné pour qu'au moins que dans toutes les plages de température qu'on peut voir dans l'est de l'Amérique du Nord, ça va fonctionner. Et pour clore la partie conduite du Equinox EV, ce véhicule est équipé de la suite de conduite autonome Super Cruise. Comment que ça fonctionne avec GM? Les routes nationales et les autoroutes ont été pré-cartographiées par GM. Ils ont des données infonuagiques. Vous activez le Super Cruise, vous pouvez enlever vos mains du volant et le véhicule va naviguer sur l'autoroute et même faire certains embranchements autoroutiers. Il ne va pas sortir de l'autoroute, mais 2 autoroutes qui se croisent, vous devez aller prendre une autre autoroute. Il va le faire pour vous dans certains cas. J'ai fait le défi 500 km, j'ai pas mis mes mains sur le volant pendant peut-être 480 km. Il y a eu peut-être 2 fois où il s'est désactivé, zone de travaux. Les changements de voie automatiques se font très bien. Ils se font exactement là où on pense qu'ils vont se faire. Et aussi, lorsqu'on les initie manuellement avec le levier des clignotants, contrairement à, mettons, ce que je vous parlais des véhicules Hyundai ou Volkswagen, c'est instantané. On met le clignotant, le véhicule se tasse. Ça, là, c'est super. C'est même meilleur que la FSD de Tesla. Mais la FSD de Tesla a une courbe d'amélioration qui est probablement beaucoup plus prononcée que ces systèmes-là. Mais bon, ça restera à voir. On fera des tests un peu plus techniques avec la FSD plus tard. Mais c'est pas mal ça, l'Equinox EV. Bon véhicule, puis on vous le recommande sans réserve. Et voici ce qui met fin à la revue du Equinox EV Traction. J'avais très hâte de l'essayer. Je suis content d'avoir fait le défi 500 km et la revue avec vous. C'est un véhicule qui va bien se vendre, là. Pour vrai, ça répond à énormément de besoins. C'est un véhicule qui vous en donne beaucoup pour votre argent au point de vue de l'autonomie. C'est une grosse batterie qu'on a dans ce véhicule-là. La compétition offre des batteries beaucoup plus petites au même prix. Puis l'autonomie y est. J'ai fait le défi 500 km. Je vous invite à aller le voir. Vous allez voir le résultat. Ils sont très bons. C'est un véhicule qui, malgré sa performance de recharge rapide qui n'est pas la plus compétitive, vu qu'il offre beaucoup plus d'autonomie, c'est un peu moins pire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme une sorte de compromis qu'on a à gérer. Puis ça va dépendre là, de vos besoins ici, mais sans réserve. Si vous attendez un Equinox EV, vous êtes dans le marché pour un Equinox EV et vous n'étiez pas sûr, personnellement, ça fonctionne, ça va répondre à vos besoins. Évidemment, allez l'essayer, allez vous asseoir dedans, assurez-vous que l'habitabilité est à votre goût, pour votre grandeur, tout ça. Mais à plus de millage, on vous le recommande sans réserve. Si vous avez aimé cette revue, laissez-nous un petit like, un petit pouce, pensez à vous abonner, puis laissez-nous un commentaire s'il y a quelque chose qu'on n'a pas répondu dans la vidéo à vos questions. Il y a des milliers d'éléments peut-être qu'on peut oublier. À la fin, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Sur ce, on se laisse là-dessus.